Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième ronde de webinaire sur la loi 96 offerte par BCF. On a donné une première ronde en juin, peu après l'adoption de la loi. C'était une présentation qui se voulait un peu plus théorique. La loi venait d'être sanctionnée. On n'avait encore pas d'expérience à savoir comment elle s'appliquerait, puis les différentes questions que les clients nous poseraient. Donc, nous voilà maintenant 4 mois plus tard avec un peu plus d'expérience à gérer les tenants aboutissants de la loi. Donc, je me présente, Pascal Lauzon, associé chez BCF. Je vais vous parler du volet marque de commerce, affichage et étiquetage. Eleonora Giuseppi va vous parler de financement bancaire et de droit immobilier. En fait, les impacts de la loi 96 sur ces sujets. Annie-Claude Trudeau va nous parler des aspects procéduraux et de litige. Et Nancy Boyle en matière de droit de l'emploi et du travail. Et puis aussi, il y a vous pouvez poser des questions. On a chacun une 10-15 minutes de présentation, puis on garde une demi-heure à la fin pour vos questions. Donc, au fur et à mesure, posez vos questions, puis notre équipe va choisir celles qui reviennent le plus souvent ou les plus intéressantes. Donc, où en sommes-nous en matière d'étiquetage et d'emballage? Pour l'instant, la loi est entrée en vigueur, comme je disais, en juin 2022. Par contre, les aspects qui portent sur l'affichage et l'étiquetage n'entreront pas en vigueur avant juin 2025. Par contre, on commence déjà à avoir à appliquer en prévoyant que le temps passe, on ouvre des magasins, on sort des produits, puis 3 ans, c'est quand même assez rapide. Donc, ce que je vais faire, je vais rapidement vous dire où on est présentement, quels sont les changements, puis différents problèmes qu'on a constatés ou des problèmes potentiels, puis qu'est-ce qu'on attend du gouvernement pour régler ces questions-là le plus rapidement possible. Donc, de manière générale, comme vous le savez probablement, au Québec, l'affichage et l'étiquetage doit être en français. Donc, l'étiquetage d'un produit peut être bilingue, en autant que il n'y a pas une langue qui prédomine sur le français. Donc, ça peut être égal, anglais-français, espagnol, on voit ça aussi souvent. En matière d'affichage, tout doit être en français. On peut avoir, ça peut être bilingue aussi, en autant par contre que, puis là, c'est déterminé dans le règlement, en autant que la deuxième langue prenne moins de place, selon une certaine définition, que le français. Une des exceptions prévues dans la loi, en fait dans le règlement qui est présentement en vigueur, c'est l'utilisation de marques de commerce qui peuvent être dans une langue autre que le français. Puis je dis autre que le français, donc on peut toujours utiliser une marque de commerce en français sans restriction, puis on peut aussi utiliser une marque de commerce qui n'est dans aucune langue, donc un mot inventé sans restriction, où il y a c'est ça, l'exception s'applique lorsque la marque de commerce est dans une langue autre que le français, et puis c'est plus souvent qu'autrement en anglais, quoique ça s'applique aussi si c'est en allemand ou en japonais ou peu importe. Pascal, est-ce que tu as eu des clients à date qui ont eu des interventions de l'OLF demandant de modifier de l'affichage? Bien, pas encore, mais par contre, j'ai eu un cas très précis à Bromont, un client qui voulait ouvrir un magasin, voulait obtenir son permis pour son affiche, et puis la ville lui a refusé parce qu'elle n'était pas conforme à la disposition de la loi 96 sur l'affichage, même si la loi n'est pas encore en vigueur et ne le sera pas avant 3 ans. Donc, je trouvais ça quand même un peu bizarre. Donc, j'ai dû intervenir, mais malgré tout, on a, en espérant que le magasin sera ouvert pendant plus de 3 ans, on a décidé de modifier l'affichage pour qu'il soit conforme. Et puis, ce qu'il faut comprendre présentement, donc si je reviens à ce que j'expliquais, donc si on emploie une marque de commerce dans une langue autre que le français dans un affichage, la loi en fait, le règlement prévoit présentement que ça prend une présence suffisante du français. Donc, on peut avoir la marque, on peut avoir Toys R Us,
jouets en dessous ou Second Cup, café et compagnie. Donc, en autant qu'il y ait une présence suffisante qu'on peut voir et constater pour garder le visage français du Québec. Puis, la même chose pour un emballage, on n'a pas besoin, il n'y a pas cette obligation-là que sous la marque, il doit avoir une présence suffisante du français, mais quoi que toutes les autres dispositions les ingrédients, tout ça, ça doit être en français, mais ça, c'est la loi fédérale. Donc, les gens oublient aussi qu'il y a une loi fédérale qui oblige quand même l'utilisation du français dans certaines circonstances. Donc, donc présentement, l'exception s'applique pour une marque de commerce reconnue au sens de la loi, ce qui n'est pas nécessairement une marque enregistrée. Donc, on peut avoir une marque de commerce, tout simplement. C'est sûr qu'avec un enregistrement de marque, s'il y a un débat avec l'Office québécois de la langue française à savoir s'il s'agit d'une marque de commerce ou non, ça aide à soutenir l'argument, mais ce n'est pas nécessaire. Puis, il y a une exception à l'exception. Si on a une marque de commerce enregistrée en français, on doit l'employer et non, on perd le loisir d'utiliser notre langue notre marque dans une langue autre que le français. Et puis, en fait, la question que je me pose, parce qu'on voit des fois, il y a des chaînes en Ontario ou à l'extérieur du Québec, comme par exemple Staples, qui au Québec s'appelle Bureau en gros. Mais est-ce que Bureau en gros est vraiment une traduction de Staples? Même chose pour, est-ce que Pharmaprix, c'est une traduction de Shoppers Drug Mart? Je veux dire, c'est une marque qui est employée au Québec puis en Ontario, mais moi, je vois pas la traduction. Donc encore là, il y a des matières à jouer un peu. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle loi? C'est que désormais, tant pour l'emballage que l'affichage, la marque de commerce doit être enregistrée pour pouvoir bénéficier de l'exception. Donc, problème numéro 1. Obtenir un enregistrement de marque de commerce au Canada, ça prend au moins 3 ans. Des fois, ça peut prendre 5-6 ans. Ça peut même prendre 10 ans dans certains cas s'il y a une opposition, puis l'opposition va en appel et tout. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une certaine latitude à l'Office de la langue française, à savoir si on est en instance de, est-ce que si c'est tout nouveau, ils vont dire non, vous auriez dû y penser avant. On ne sait pas encore comment l'Office va réagir à ça. Problème numéro 2, pas toute marque de commerce est enregistrable. Il y a des critères à respecter selon la loi sur les marques de commerce. Donc, on peut avoir une marque de commerce puis qui peut être un peu distinctive ou descriptive ou donc dans quel cas est-ce qu'on ne pourrait jamais bénéficier de l'exception? Autre question intéressante. Problème numéro 3, problème intéressant aussi, c'est qu'un enregistrement de marque de commerce couvre certains produits et services bien définis. Est-ce que l'exception va s'appliquer seulement aux produits et services qui sont visés par l'enregistrement? Donc, dans quel cas, si une entreprise étend ses services ou sort de nouveaux produits qui ne sont pas visés par son enregistrement, est-ce qu'elle va perdre le bénéfice de l'exception pour ces produits et services-là? Question qui demeure également en suspens. Donc, cette règle-là, c'est pour la marque enregistrée, ça fonctionne, ça s'applique tant pour l'emballage que l'étiquetage. Et pour l'emballage, spécifiquement, une nouvelle modification aussi, c'est que si dans la marque, il y a un élément descriptif ou générique du produit, ça devra être en français. Et puis, la raison pour laquelle, ça, c'est une modification qui a eu lieu à la dernière minute, c'est parce que ce que certaines entreprises faisaient pour pouvoir bénéficier de l'exception de la marque de commerce, donc, prenaient l'étiquette au complet et la produisaient comme marque de commerce. Donc, mettons une étiquette de vin, on a le nom du vin, puis là, il y aurait de l'espagnol ou d'italien ou de l'anglais, peu importe. Donc, le gouvernement a voulu couper court cette façon de détourner la loi en imposant que tout élément générique ou descriptif devra être en français, même s'il fait partie de la marque. Bon, ici, on a un autre problème. C'est un problème potentiellement constitutionnel parce que la loi fédérale sur les marques de commerce donne, lorsqu'on a un enregistrement de marque, la loi confère le droit d'employer sa marque au Canada d'un océan à l'autre. Donc, est-ce que là, on aurait un conflit entre une loi fédérale qui donne un droit puis une loi provinciale qui en enlève, d'autant plus que les marques de commerce sont de juridiction fédérale en vertu de la Constitution. Donc, on a pour l'instant, on a vérifié hier, il n'y a pas de contestation à ce niveau-là, d'autant plus que la disposition n'est pas en vigueur, mais c'est à prévoir. Et s'il y a conflit de loi, justement, qu'est-ce qui arrive habituellement? C'est la prépondérance fédérale. Exactement. Donc, pardon. Et puis, un autre problème numéro 2, c'est ce qu'on voit, c'est parfois dans la marque principale,
il y a un élément générique. Donc, je peux comprendre si on a une marque principale avec un petit slogan en dessous, puis on veut que le slogan descriptif soit en français, mais si la marque principale contient un élément descriptif, est-ce qu'on va être interdit de bénéficier de l'exception? Puis je vous donne un exemple. Burger King. Donc, le mot burger, c'est un mot descriptif. Donc, est-ce que l'emballage de mon Whopper devra être en bourgeois King sur le hamburger, mais pas sur mon Pepsi, parce que mon Pepsi Burger n'est pas descriptif de Pepsi, donc d'une liqueur. Donc, c'est des questions encore qui se posent pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et ensuite, finalement, toujours beaucoup de questions, mais peu de réponses. Beaucoup de questions, peu de réponses. Et puis, c'est parce que présentement, c'est toujours l'ancienne loi, en fait, la loi pré-juin 2022 qui s'applique. Puis, il y a le règlement sur la langue du commerce et des affaires qui contient certaines exceptions, puis qui définit certains concepts qui nous aident à appliquer la loi. Mais pour l'instant, non seulement il n'y a pas de nouveau règlement, mais il n'y a même pas encore de projet de règlement qui pourrait peut-être nous guider dans les conseils qu'on donne à nos clients, ce qui nous oblige de err on the safe side dans bien des cas pour éviter des problèmes plus tard. Puis ça ressemble presque à un labyrinthe. Oui, c'est la moindre des choses. Et puis, ironiquement, je donnais une conférence sur le sujet en France il y a quelques semaines, puis les Français étaient tout à fait étonnés et outrés même qu'on pouvait pas, on pouvait les interdire d'employer des marques de commerce en anglais. Puis j'avais des exemples. On se promène à Paris, puis c'est comme Montréal dans les années 50. Là. Tout est en anglais dans les vitrines. Oh. C'est quelque chose. Donc, pour conclure, juste un dernier point sur l'affichage. Une autre chose qui a changé, qui est importante de savoir, c'est comme je le disais tantôt, présentement, si on emploie une marque de commerce dans une langue autre que le français, ça prend une présence suffisante du français, qui est, comme je disais, qu'on peut voir puis constater, mais désormais, à partir de juin 2025, ça va prendre en fait, le français devrait être devrait être nettement prédominant. Donc, nettement prédominant, ça veut dire quoi? 10 % plus gros, 50 % plus gros, le double? On ne le sait pas encore. Puis pensons à des Canadian Tire où la bannière prend à peu près le mur au complet là, du devant du magasin. Est-ce qu'il va falloir rajouter un écriteau par-dessus sur le toit pour écrire les magasins? En tout cas, c'est des questions intéressantes. Et puis, aussi, autre petite nuance, désormais, cette obligation-là que le français soit nettement prédominant s'applique non seulement aux affiches extérieures, mais à toute affiche qui est visible de l'extérieur. Donc, il pourrait être à l'intérieur dans la vitrine, on comprend bien, ça va presque de soi. Mais si c'est dans le mur du fond du magasin, puis en passant sur le trottoir, si on se lève un peu puis on le voit, est-ce que il va falloir avoir cette présence dominante du français? C'est une autre question. Donc, sur ce tas de questions sans réponse, je vais passer la parole à Éléonora. Merci, Pascal. Et en fait, merci beaucoup. C'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs points dont tu parles qui pourraient s'appliquer aussi à nos participants qui œuvrent dans le domaine immobilier. Alors, gardez en tête les affichages et tout ça, là, parce que c'est quand même important. Moi, je vais vous parler du domaine ou des changements qui vont affecter et qui affecte déjà depuis un petit temps le domaine immobilier et du financement bancaire. On n'avait pas fait une présentation sur ça la dernière fois, donc je vais vous parler un petit peu des changements qui ont été apportés. Par la suite, faire un petit spin pratico-pratique. C'est sûr que un peu différemment des autres, certaines des dispositions sont juste entrées en vigueur le 1er septembre. Donc, on a juste un mois du pratico-pratique de certaines choses. Donc, la première chose qui est super importante à garder en tête, c'est que les réquisitions d'inscription à partir du 1er septembre 2022 doivent être déposées et inscrites en français. Donc, ça, c'est et au registre foncier et au RDPRM, donc le registre des droits personnels et réels mobiliers. Les documents qui accompagnent les réquisitions, lorsqu'il y en a, par exemple, au RDPRM, il y en a moins souvent qu'au registre foncier, doivent également être exclusivement en langue française. Et si elles ne le sont pas, il va falloir obtenir une traduction officielle vidimée du document. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction officielle vidimée? C'est une traduction faite par un traducteur agréé de l'Ordre des traducteurs du Québec.
ou un traducteur quand même au Québec qui pourrait attester solennellement qu'il a le droit et qu'il a la capacité de pouvoir traduire le document de la façon que c'est fait. Également, les déclarations de copropriété vont devoir être rédigées et publiées en français. C'est sûr que ça change pas tant ce qui arrive actuellement en pratique. La plupart des déclarations de copropriété sont effectivement rédigées en français. Mais à partir du 1er septembre, c'est vraiment une obligation en vertu de la nouvelle loi. Petite question pour toi, Eleonora. Oui. Est-ce que tout ce qui a déjà été déposé validement doit être traduit ou il y a une clause grand-père pour… Clause grand-père. Donc, effectivement, c'est ça que j'allais mentionner maintenant, qu'effectivement, ce qui a déjà été publié en anglais ou dans une autre langue, s'il y a un acte qui le modifie ou corrige, c'est correct que cet acte-là soit rédigé en langue anglaise ou autre langue et que ça soit publié dans cette langue-là. C'est la seule exception, en fait, au principe de publication. Il y a quelques autres dispositions qui sont pertinentes dans le domaine immobilier qui s'appliquent depuis juin, en fait, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui gèrent des copropriétés. Les registres et documents tenus à disposition des copropriétaires et tout document rédigé par le syndicat des copropriétaires à l'attention d'un copropriétaire doivent être maintenant rédigés en français et l'Office québécois de la langue française veille à l'application de cette disposition, ce qui veut dire qu'ils auront le droit de s'assurer que cette disposition est rencontrée par les différents syndicats. L'autre petit point qui est en immobilier est quand même pertinent et qui est en vigueur depuis le 1er juin, c'est que tout contrat de vente ou d'échange d'une partie ou de l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements ou d'une fraction d'un immeuble en copropriété, principalement résidentiel, doit être rédigé en français. Donc, sauf si la volonté, bien évidemment, des parties est de le rédiger dans une autre langue et cette volonté doit être expressément maintenant exprimée dans l'acte lui-même. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'applique encore maintenant dans la plupart des situations, mais c'est vraiment important de s'assurer que il y a une mention spécifique que si on veut rédiger en anglais, que les parties ont la volonté expresse de le faire. Donc, ça, c'est un peu le topo de ce qui se passe. Et depuis le 1er septembre, on commence à voir l'application de cette disposition-là. Vous aurez compris qu'avant le 1er septembre, on a essayé de publier le plus possible et le plus rapidement possible toutes les hypothèques en anglais qu'on pouvait. Mais donc, au registre foncier, les réquisitions d'inscription doivent être constituées. On peut le faire de 3 façons, en fait. Soit on publie l'acte notarié au long, qui doit être rédigé entièrement en langue française. Soit on publie un extrait de l'acte, que ce soit d'hypothèque, l'acte de vente, peu importe quel acte qui est publié au registre foncier. Et cet extrait doit contenir uniquement du français. Soit, si la loi le permet, comme par exemple pour les baux, on peut publier un avis de bail. Cet avis de bail va devoir être rédigé également en langue française. Puis, si je comprends bien, si je me rappelle bien de mon cours en droit immobilier, si un acte n'est pas publié, l'hypothèque n'est pas publiée, il n'est pas opposable, c'est ça? Exactement. Donc, s'il est refusé, on perd… il y a un problème. Il y a un enjeu de validité. La banque ne sera pas contente. La banque ne sera pas contente, et ça, c'est les hypothèques, mais même les actes de vente. Pour qu'ils soient opposables aux tiers, il faut absolument procéder à leur publication. Et si on a un problème de publication quand on procède à une vente, ça peut être excessivement problématique compte tenu qu'il y a des montants qui peuvent être détenus en fidéicommis, il y a des délais de clôture qui peuvent ne pas être respectés s'il y a un enjeu de publication. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à garder à l'esprit. Donc, si on a des auditeurs qui ont des enfants qui ne savent pas quoi faire, ils cherchent une carrière, peut-être que traduction d'acte d'hypothèque, c'est une voie d'avenir. Hein. Peut-être, effectivement. C'est peut-être une bonne chose à garder à l'esprit, mais aussi une autre chose à garder à l'esprit, c'est qu'on essaye de trouver des façons de rendre ça plus pratique sans devoir procéder avec la traduction vidimée, parce qu'effectivement, ça peut être coûteux, ça peut causer des enjeux aussi de délai. Donc,
Par exemple, et pour les actes de vente eux-mêmes, donc un acte de vente immobilier, il y a un groupe de pratiques actuellement qui est en train de discuter. C'est un groupe de avocats de différents cabinets, les grands cabinets et les moyens cabinets qui sont en train de discuter et ils sont arrivés à la conclusion que une des façons de procéder pourrait être de procéder par publication d'un acte de vente simplifié ou complémentaire. Donc, c'est pas un acte de vente complètement long, 20 pages, qui a toutes les dispositions. C'est un acte de vente qui aurait des dispositions essentielles qui doivent être publiées et pour être opposables au tiers. Il y a également un modèle de cet acte de vente qui est en cours de perfection par les différents cabinets et c'est un acte qui va probablement être utilisé dans les dossiers dans lesquels les parties sont les deux anglophones. Peut-être il y a une convention, un avant-contrat ou un agreement of purchase and sale qui serait en anglais et à ce moment-là, les parties veulent que la majorité de la transaction soit faite en langue anglaise, mais l'acte de vente doit bien évidemment être publié en français. Donc, c'est une possibilité qui a été prise en considération. L'autre possibilité, comme je le mentionnais avant, c'est aussi de publier l'acte par extrait. Donc, on aurait un acte signé en anglais avec quelques clauses en français. Parce que c'est pas les documents n'ont pas besoin d'être rédigés en français, mais il faut qu'ils soient publiés en français. Donc, c'est une distinction assez importante à faire. L'autre type de document qui va devoir être rédigé et publié en langue française maintenant, et on le fait en fait depuis même avant que les dispositions sont entrées en vigueur juste par précaution, c'est les mets-levés, les quittances. Actuellement, il y a des délais très importants de publication des mets-levés et des quittances sur le registre foncier, des délais qui peuvent aller aux 2-3 mois. Donc, depuis juin, disons fin juin, on a commencé à uniquement publier et rédiger les mets-levés et les quittances à l'immobilier en français. Pour ce qui est des hypothèques immobilières, il y a un autre groupe de pratiques qui a été mis en place en parallèle, qui est en train d'étudier un peu la situation. Parce que pour les hypothèques immobilières, ce qui est problématique, c'est que dans certains cas, les parties vont vouloir signer une hypothèque en anglais, surtout quand on parle de dossiers d'agence dans lesquels on représente des prêteurs américains ou des parties qui ne peuvent juste pas signer la documentation en français. Ou des transactions d'acquisition qui comprennent des immeubles. Effectivement, parce que des fois, c'est juste pas possible de rédiger un document complètement et de le publier en français, quoique c'est ce qu'on espère qu'il va devenir un peu la pratique, là, parce que c'est sûr que s'il y a deux cabinets qui sont québécois ou qui sont bilingues qui aident dans la transaction, c'est plus facile de dire que une hypothèque peut être rédigée en français. Mais dans les cas où, effectivement, l'hypothèque doit être rédigée majoritairement en anglais, les différentes institutions ainsi que les différents joueurs dans le domaine du financement bancaire sont arrivés à 2 ou 3 possibilités. Donc, la première, ça serait de publier une hypothèque qui serait en anglais, mais dont les clauses qui doivent être publiées seraient en français, notamment la clause de description des biens. Certaines clauses comme l'autorisation de percevoir les créances, ces clauses-là seraient rédigées en français et par la suite, l'acte serait publié par extrait. Et à ce moment-là, la seule chose qui serait publiée, ça serait ces clauses-là qui sont rédigées en français. L'autre possibilité qui a été mise de l'avant, c'est de rédiger une hypothèque en anglais avec une traduction française de la majorité des clauses et par la suite juste publier encore une fois par extrait la version française. Et bien évidemment, ou sinon on y va avec l'hypothèque en français. Donc, les institutions, pour l'instant, depuis le 1er septembre, les institutions ont commencé, les institutions financières, donc les banques, mais aussi les prêteurs privés, ont commencé à cogiter sur la façon de mieux gérer cette situation-là. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut toujours regarder les instructions spécifiques qui sont données aux avocats ou aux notaires instrumentant des actes d'hypothèque immobilière parce que les banques ont maintenant quelques procédés. Donc, dépendamment de l'institution, ça se peut qu'ils procèdent d'une façon ou d'une autre et que leur formulaire standard ait déjà été modifié pour refléter cette nouvelle réalité.
Pour le registre des droits personnels et réels mobiliers, donc là, on sort du registre foncier, la situation est un peu différente parce qu'au registre foncier, très souvent, en fait, la plupart du temps, il faut vraiment publier un acte au long. Donc, ça peut être, c'est ça un peu l'enjeu principal, c'est que si tu avais un acte en anglais, tu ne peux pas nécessairement le publier. Au registre RDPRM, c'est un peu différent parce qu'on publie par formulaire. La plupart du temps, il n'y a pas vraiment de documentation qui est jointe en annexe. Donc, en fait, ce qui doit être en français, c'est ce qui est écrit dans le formulaire lui-même. Pour ceux qui sont habitués à travailler avec le RDPRM, les différents formulaires sont le formulaire RH pour la publication d'un acte d'hypothèque, les formulaires RD qui sont les réserves de propriété, les crédits baux, et les autres types de droits similaires. Les formulaires RG, c'est les réquisitions générales, donc cession de rang, et les RE qui sont les réductions volontaires. Donc ça, c'est les formulaires qu'on utilise. C'est une page, 2 pages, et ça a toute l'information qui est requise pour fin de publication. Cette information-là doit être en français. Donc, la façon que les différents groupes de travail ont décidé de fonctionner. C'est un peu comme pour ce qui est de l'immobilier. Donc, pour les hypothèques, par exemple, une façon de procéder, c'est de rédiger en fait 2 colonnes, une colonne en anglais et une colonne en français, des biens grevés qui vont devoir être inscrits dans le formulaire requis. Parce que ça fait en sorte que, en fait, les parties auront déjà regardé la traduction et on pourra dire, ben cette traduction est également acceptée par les parties. Ils ont signé l'hypothèque. On va publier uniquement la traduction française des biens grevés. Ça évite aussi des problèmes potentiels d'interprétation si ça revenait à l'avocat qui aurait un acte d'hypothèque mobilière en français à traduire dans un formulaire, parce qu'effectivement, si la traduction est peut-être inexacte ou incomplète, ça pourrait amener des problèmes d'interprétation. Donc, c'est les parties de façon consensuelle qui conviennent que la traduction elle est exacte. On n'a pas besoin de passer par un traducteur officiel. Du moins, c'est ce qu'on tente d'éviter. Exactement. Et on tente aussi d'éviter effectivement devoir traduire nous-mêmes un acte, parce que ça fait en sorte que, et je dis nous-mêmes, mais n'importe quel avocat, notaire ou professionnel qui publierait des actes au RDPRM ou des hypothèques. Donc, c'est un peu la façon qu'ils ont trouvé. Et moi, je dis oui, les 2 colonnes, c'est une chose qu'on a vue en pratique jusqu'à présent, mais on a vu aussi une hypothèque complètement en anglais avec les biens grevés en anglais et en français, un après l'autre, ou avec les biens grevés en annexe en français, parce que c'est de toute façon juste cette portion-là, ainsi qu'une ou 2 autres clauses qui sont normalement publiées au RDPRM. À titre d'information, un peu comme l'hypothèque immobilière, les banques et les institutions financières ont déjà pris position à certains égards sur comment publier les droits en leur faveur. Et en cas de doute, c'est toujours mieux de demander comment ils préfèrent le faire. Donc, il faut juste garder à l'esprit pour ce qui est de la publication RDPRM que dans un contexte d'insolvabilité, la validité de la publication pourrait être mise en question. C'est ça qui est important à retenir parce que c'est pas parce que la publication a été acceptée par le RDPRM qu'elle est faite validement. Donc, on va s'assurer de ne pas même insérer un mot en anglais dans notre formulaire. On va un peu s'assurer de faire ça de façon à respecter les dispositions de la loi à la lettre. Même pas en guillemets. Même pas en guillemets. Des fois, on le faisait pour juste dire, je parle de cette définition dans la Et les dans mots la en version latin, anglaise. eux? Ça, c'est une bonne question. En fait, les mots en latin, est-ce que ça cause des Parce que enjeux? c'est une autre langue que le français. Alors, Effectivement. et ça ne vise pas seulement l'anglais, ça vise toutes les autres langues que le français. Effectivement, il y a beaucoup du inter alia et inter alias dans les hypothèques. Donc, Exact. donc,
c'est pas mal ça qui est important à retenir pour ce qui est du domaine immobilier, du financement bancaire. C'est sûr qu'il y a d'autres dispositions de la loi qui vont s'appliquer aussi à d'autres types de contrats. Notamment, je parle des contrats d'adhésion et de qu'est-ce que ça va faire en 2023. Pour l'instant, on ne s'est pas trop penché sur le sujet parce que on a encore un an pour y penser. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde surtout pour ce qui est des baux et de l'interprétation de c'est quoi un contrat d'adhésion dans le domaine immobilier. Donc, c'est ça qui est ça de mon côté. J'attendrai vos questions à la période de questions. Merci, Eleonora. Donc, on passe la rondelle à Annie-Claude. Bonne blague. Merci, Pascal. Merci, Eleonora. C'était très clair, vos deux présentations. Du côté de la procédure, puisque je travaille en litige... Là, il y a eu des évolutions. Il y a eu de l'évolution, il y a eu un jugement important dont je vais vous parler également. C'est certain que nous, l'application comme telle de la loi, outre la décision qui a suspendu certaines des dispositions de la loi, on ne l'a pas encore vraiment ressenti. Outre les questions pour la future application de la loi, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Je vais juste revenir sur les dispositions qui sont entrées en vigueur. Il y a une disposition importante qui exige que la demande de reconnaissance d'une décision étrangère ou d'une sentence arbitrale qui est rendue hors Québec. Donc, c'est important qu'on essaie de la faire reconnaître au Québec et qui a été rendue dans une autre langue que le français et l'anglais, ou l'anglais, doit être traduite en français. Donc, on pense par exemple à une décision rendue en chinois. Là, il faut la faire traduire en français. Si c'est une décision qui a été rendue aux États-Unis, par exemple, en anglais, il n'est pas nécessaire de faire traduire en français. Donc, c'est la nuance qui est importante quand même. Donc, le niveau de difficulté de l'application de cette disposition-là qui est entrée en vigueur le 1er juin 2022, du côté de notre équipe, on ne l'a pas ressenti encore. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. L'autre disposition qui a fait l'objet de la suspension qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 2022 et qui était la plus redoutée, je dirais, c'était l'obligation de traduction de tout acte de procédure en langue anglaise, d'avoir une traduction officielle par un traducteur agréé. En français, effectivement. Donc, ça, c'est ce qu'on redoutait. Je vais vous parler de la décision un petit peu plus tard, mais en ce moment, ces dispositions-là sont suspendues. Donc, précision, cette disposition-là s'appliquait uniquement à des personnes morales. Oui, absolument. Donc, c'est une petite nuance importante. C'est très important, oui. Effectivement, donc, elle est suspendue et pour le moment, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un jugement au fond dans le dossier en question de la Cour supérieure, vous êtes libre de déposer vos procédures en anglais. Un autre élément qui fait l'objet des modifications en matière de procédure, c'est que, et ça va entrer en vigueur, à moins que ça soit l'objet d'une demande de suspension, le 1er juin 2024. Donc, c'est pas encore, on sent moins l'urgence de traiter cette question-là, c'est qu'une version française doit être jointe à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal lorsqu'il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public. Et c'est la même chose pour toute sentence arbitrale à la suite de l'arbitrage d'un grief, d'une mésentente ou d'un différend. Nancy, lorsqu'elle reviendra, elle nous parlera probablement de ces dispositions qui concernent vraiment plus le volet du droit du travail. Mais encore une fois, ce sera les tribunaux, les juges qui auront à s'ajuster pour faire une version officielle en langue française ou le rendre en langue française, la décision. Aussi, toute personne peut demander qu'un jugement rendu en anglais soit traduit en français sans frais. Et en cas de jugement en français, une demande de traduction à l'anglais sera aux frais de la partie. Donc, c'est la distinction. Cette disposition-là, encore, doit entrer en vigueur le 1er juin 2024. Donc, on en sent moins l'application actuellement. Les développements depuis notre dernière présentation au mois de juin 2022, c'est certainement le dépôt de plusieurs demandes en justice. Il y a eu la demande de l'English School Board qui a été la première à être déposée au mois de juin. Ensuite,
celle qui a fait beaucoup jaser, puisqu'il y a une décision de la juge Corriveau, c'est celle des membres du barreau, dont Maître Doug Mitchell, l'éminent Maître Doug Mitchell, qui a l'idée comme telle, et je vais utiliser le terme français, qui a dirigé un petit peu cette action. Et cette procédure comme telle réitérait que l'accès à la justice en français ou en anglais constituait une pierre d'assise de notre système de justice. Et effectivement, on rappelle dans tous les actes de procédure que j'ai vus qui ont été déposés qui défient le projet de loi 96, on rappelle évidemment le fameux article 133, et là, je vous parle de cet article-là parce qu'on y a fait longuement jaser, de la loi constitutionnelle de 1967 qui enchâsse cette garantie de pouvoir plaider et d'instituer des procédures dans les deux langues. En fait, c'est le compromis, c'est-à-dire c'est la même règle s'applique au fédéral. Et puis, donc, c'était l'échange qui avait été conclu à l'époque. Oui, exactement. Donc, l'enjeu pratique est que si une personne souhaite déposer une procédure dans un délai serré, on parle par exemple d'une procédure d'injonction qu'il faut faire rapidement, parfois c'est une procédure dont on connaît les faits à quelques moments du dépôt de la procédure, la loi imposerait qu'elle doive être traduite, qu'il doit y avoir une traduction en français, sinon elle peut être refusée. En fait, elle devait être refusée par le grec, donc c'était impossible de la déposer. Il y a aussi toutes les questions de délai de traduction et aussi les coûts à assumer par la personne qui doit faire traduire cette procédure. On peut voir effectivement que ça cause un important, je dirais, écueil à l'accès à la justice pour certains contribuables. C'est ce qui est plaidé effectivement dans les décisions. Qui a été reconnu par la juge quand même. Oui, exactement. La décision dont je vais vous parler, la juge Chantal Corriveau a rendu sa décision le 12 août 2022. Et effectivement, dans cette procédure, on demandait que les articles soient suspendus le temps que le tribunal entende leurs arguments au fond lors du procès. Elle a accueilli la demande de sursis jusqu'à jugement final de la Cour supérieure. Elle a conclu que les demandeurs soulevaient une question sérieuse à la lumière du droit constitutionnel de l'article 133 de la loi constitutionnelle qui prévoit le droit d'utiliser indifféremment le français ou l'anglais dans les plaidoiries et les procédures. À noter, par contre, je l'avais dit lors de la première présentation, mais toutes les pièces qui accompagnent une procédure ne sont pas visées par l'exigence de la loi. C'est vraiment les actes de procédure, donc la fameuse demande introductive d'instance ou tout autre acte de procédure qui débute un dossier. La juge a également conclu que les demandeurs avaient démontré qu'il y aurait un préjudice irréparable en cas d'entrée en vigueur des dispositions le 1er septembre, car la preuve qui a été déposée en demande a démontré qu'il mettait en doute le nombre et la disponibilité des traducteurs qualifiés au Québec, donc des délais inévitables à prévoir, les coûts également. Donc, il y avait une probabilité d'un préjudice irréparable, au moins pour tout ce qui était des procédures urgentes. Donc, je vous donnais comme par exemple l'injonction, les saisies avant jugement ou toute procédure accélérée. Et c'était pas juste une crainte hypothétique, là. C'était une crainte qui s'avérait réelle et qui avait été également appuyée par de la preuve importante en demande. Aussi, un point intéressant dans la décision, c'est qu'on mentionne qu'il n'y a pas d'accommodement prévu justement pour ces procédures urgentes. Est-ce que si l'honorable Simon Jolin Barrette avait prévu cette exception ou en cas d'urgence justement pour permettre ces procédures-là en autre langue que le français, est-ce que ça aurait rendu ça aurait donné une certaine difficulté à obtenir ce sursis. On ne sait pas. Dans ce cas-ci, par contre, il est mentionné qu'il n'y avait pas aucun accommodement prévu. Donc, il y avait un refus automatique du dépôt de l'acte de procédure. Donc, en résumé, suite à ce jugement du mois d'août 2022 de l'honorable juge Chantal Corriveau, vous pouvez continuer à déposer vos actes de procédure en anglais.
jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu et qui confirmera nonobstant appel. Qui confirmera ou infirmera la décision interlocutoire. Puis si on saute dans l'arène politique un peu, est-ce qu'on sait le gouvernement comment Le nouveau gouvernement? Non, le même gouvernement, jusqu'à quel point est-ce qu'il tient bec et ongle à cette disposition-là ou on sent qu'il y a de l'accommodement qui se trame? Pour l'instant, je n'ai pas entendu qu'il y avait des accommodements qui se tramaient de mon côté. Je comprends que le dossier, on veut l'amener jusqu'au fond et que ce sera traité, qu'un juge devra décider À date, le gouvernement conteste fortement la décision de la juge Cogneau. Alors, exactement. Je ne vois pas le gouvernement lâcher le morceau sur ce point-là. Exactement. Et c'est un débat qui sera intéressant pour les juristes, à savoir est-ce que l'article 133 de la loi constitutionnelle sera un argument pour invalider ces dispositions-là. Donc, en termes d'autres questionnements que nous avons eus en matière de procédure, certains avocats ici à l'interne et même certains chez nos clients nous ont demandé est-ce qu'on devrait prévoir, par exemple, d'autres juridictions que le Québec pour faire trancher des litiges dans nos conventions de vente, dans des conventions entre actionnaires, etc. Des fois, quand il y a des parties qui sont hors Québec, nous, c'est certain qu'on va vous dire d'encourager vos clients à rester au Québec, d'autant plus que certaines des dispositions, il y a des arguments très sérieux qui sont plaidés en matière de constitutionnalité. C'est certain qu'il est préférable que si votre cliente a un établissement au Québec, qu'elle reste au Québec et qu'elle garde le contrôle également sur le dossier, que ce soit la loi québécoise plutôt qu'une autre loi d'une autre juridiction, de la common law, par exemple, si ça doit être tranché en Ontario, qui s'applique. Il faut rappeler également qu'il est toujours possible de témoigner en français. Ça n'empêche pas de déposer des déclarations sous serment, par exemple. Témoigner en anglais. En anglais, c'est ça. De déposer des déclarations sous serment en anglais. Vos avocats vont pouvoir s'exprimer, plaider en anglais aussi. Là, en ce moment, c'est vraiment les actes de procédure qui sont défiés là, par la loi. Et qu'il est toujours possible de déposer des pièces en anglais également. Donc, dans le fond, c'est de suivre attentivement le déroulement du dossier qui est présentement devant la Cour. Essentiellement, je pense que ça fait le tour de nos développements en matière de procédure de notre côté. Je vais passer la parole à Nancy Boyle qui va parler plutôt du volet droit du travail. Alors, je suis bien contente d'être capable de parler ce matin. Vous m'excuserez ma voix puis la quinte de tout à l'heure. Certaines personnes diront que les gens en droit de travail, il faut toujours qu'on fasse un peu un splash. Excusez l'anglicisme. Alors, une éclaboussure. Exactement. Alors, en droit de travail, en droit de l'emploi, la charte donc de la langue française, une modification qui avait été annoncée par le projet de loi 96 ont été adoptées dans leur intégralité. Donc, il n'y a aucune modification entre le projet de loi et ce qu'on a retrouvé dans la loi. On sait que ça arrive, dans certains cas, c'est arrivé, mais pas en droit de travail. Alors, vous allez retrouver tout ce qui considère la langue du travail aux articles 40 et suivants là, de la nouvelle charte. Comme il n'y a pas eu de changement et que j'ai déjà fait la présentation pour la portion anglaise et Marc-André Gros a fait la présentation pour la version française lors de notre dernière présentation, ce que je vais vous parler, c'est surtout les points qui les clients nous soulèvent présentement. Alors donc, un des premiers points, pas premier, mais un des points, alors, je ne vais pas en ordre d'importance, là, mais plusieurs clients nous ont posé la question parce qu'ils ont des fournisseurs de formation qui donnent des formations, surtout en ligne, seulement en anglais, sur certains outils de travail qui sont utilisés par leurs employés, entre autres des logiciels, des procédés médicaux, etc. Et ces formations-là arrivent strictement en anglais. Elles ne sont pas disponibles en français. Et donc, on a eu à se poser cette question. À date, le consensus, c'est qu'on a dit aux clients, je pense, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence et on n'a pas de plainte devant la commission, à date,
on pense que ça va être traité de la même façon que les logiciels qu'on a le droit d'utiliser s'ils existent uniquement en anglais. Mais vous devriez faire votre vérification diligente avant de simplement diffuser ces formations en ligne-là à votre personnel afin de vérifier qu'effectivement, elles n'existent pas ailleurs en français. Alors ça serait le consensus pour l'instant sur ce qui se passe. Ce qu'on voit aussi, c'est dans le cadre de renouvellement présentement de certificats de francisation qui sont en cours. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous devriez le savoir, que présentement, au niveau de l'affichage de postes, de nouveaux postes, c'est une question également qu'on nous pose, je vais y revenir, il faut démontrer désormais que l'exigence d'une autre langue que le français est absolument nécessaire à ce poste-là. Il y a des critères à remplir. Donc, dans le cadre du renouvellement des certificats de francisation, vous devez démontrer que votre entreprise a l'usage du français généralisé. Alors donc, la question qu'on nous pose souvent, c'est de dire, bien, mes anciens postes, est-ce que je dois faire une analyse ou c'est seulement les nouveaux postes? La loi, comme on sait, n'a pas de portée rétroactive. Donc, en théorie, on ne devrait pas regarder les postes qui ont été affichés avant l'application de la loi. Ceci est vrai. Toutefois, quand ils vont regarder la généralisation du français dans l'entreprise, l'OLF va avoir la possibilité de regarder tous les postes. Donc, on voit présentement une tendance à s'immiscer dans les anciens postes. Alors, il faut vraiment valider avec votre agent de l'OLF et faire une distinction entre les postes qui étaient avant l'adoption de la loi et les postes qui sont après l'adoption de la loi. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vous regardez les articles 46 de la loi. Il va être possible pour un salarié de déposer une plainte à la Commission des normes du travail qui va pouvoir représenter le salarié gratuitement dans le cadre de sa plainte en matière de la loi sur la langue française. Et s'il n'y a pas de règlement, mais ça va être déposé, ça va être remis au TAT, au tribunal administratif du travail. Exactement comme les plaintes qu'on connaît en matière de pratiques interdites, de réintégration, de congédiement. Il y a même des possibilités de réintégration de la personne si elle a subi de la discrimination en vertu du fait qu'elle ne parle que français dans le cadre de son travail. Alors donc, ça, on n'a pas eu de vague de ce type de plainte parce qu'ils ont quand même 45 jours pour déposer la plainte du moment où il y a eu une représaille, mais c'est à prévoir qu'il va y avoir probablement des hausses de plaintes à cet effet-là, surtout quand les gens vont se voir refuser des promotions parce qu'ils ne parlent pas anglais ou ils ne parlent pas une autre langue que le français. L'autre question également qu'on a, c'est les travailleurs unilingues autre que le français. Il faut être conscient que malgré qu'on soit au Québec, on a plusieurs entreprises, entre autres dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la technologie, dans plusieurs domaines de pointe, dans lesquels on a besoin d'expertise particulière. On vit quand même dans un milieu global, dans une globalité mondiale. Et on a besoin de ces gens-là pour venir travailler avec nos équipes ici. Et ça arrive très souvent que ces gens-là ne parlent pas français. Ils sont ici pour des mandats de recherche de 1, 2, 3 ans. Alors, c'est problématique d'avoir cette exigence-là de la langue française. Alors, quand on fait ce type d'embauche, il va falloir bien documenter notre dossier. On n'a pas dit au client à date, non, tu ne peux pas l'engager, ce qui serait suicidaire pour notre société. Et pour l'économie. Alors donc, ce qu'on préconise, c'est de bien documenter notre dossier et de bien être capable d'argumenter pourquoi ces postes-là sont nécessaires et pourquoi la personne qui est unilingue anglaise ou unilingue, parce que ça arrive, là, il y en a, c'est des Espagnols ou d'autres langues. Il faut vraiment démontrer que cette personne-là est nécessaire, est essentielle pour l'entreprise. C'est de valeur qu'on est rendu à ce stade-là, mais c'est ça que vous devez faire.
Et à quel point, Nancy, il est possible d'exiger la maîtrise de l'anglais à un employé ou dans un affichage de poste? Il va falloir, le critère, si on dit, c'est que c'est nécessaire pour les tâches à accomplir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous évaluez les besoins linguistiques de la tâche à accomplir. Je prends par exemple la personne qui est ici au Québec et qui dessert que des clients qui sont dans les autres provinces ou dans d'autres juridictions que le Québec. Et là, on sait que la langue de travail, c'est l'anglais. Alors, donc, si vous avez analysé ces besoins-là et que vous démontrez que c'est le cas, ce qu'on faisait de toute façon avant, mais là, l'exigence est plus pénible, il va falloir que vous êtes capable de le faire. Ce qui est plus nébuleux, Anne-Claude, c'est que maintenant, il y a un critère qui dit que, puis ça, j'en avais parlé la dernière fois, mais on n'a pas d'horizon sur ça. C'est que il faut vouloir démontrer aussi qu'il n'y a pas d'autres personnes de l'équipe qui peut pallier à cette exigence. Alors donc, c'est comme si on demandait aux autres personnes de l'équipe qui parlent anglais de faire le travail de la personne. Demander au président de la compagnie de répondre au téléphone. Oui, c'est ça. Mais puis en plus, équipe n'est pas définie. Alors comment ça va être interprété? Et puis ça prend, je suppose aussi, il faut prévoir quand le personnel bilingue est en vacances, ça prend un personnel bilingue de soutien lorsque, par exemple, on a un rhume puis on ne peut pas se présenter. Alors non, disons que ce critère-là, à mon avis, et c'est mon opinion, là, n'a pas été très bien réfléchi. Il va être très difficile d'application. Alors, de ce côté-là. Maintenant, vous avez aussi les questions qu'on a eu beaucoup de poser, mais ça s'est réglé avec les clients. Là. Ils sont plus habitués maintenant. C'est les fameuses offres d'emploi en français. Surtout si on a des gens qui sont anglophones. Ce qu'on a, et ça a été adopté beaucoup par des clients, c'est le fameux côte à côte. Là. On a développé des offres qui sont envoyées simultanément en français et en anglais, parce que vous savez que la personne peut choisir de signer en anglais, mais il faut qu'elle ait vu la version française avant pour décider laquelle des deux. Sinon, vous vous souvenez que ce qu'on avait dit, c'est que ça peut être frappé de nullité, ce qui va être un cas très, très difficile par la suite parce que toutes vos clauses de non-concurrence, non-sollicitation, confidentialité, information, tout en matière pas de marque de commerce, mais de propriété intellectuelle, tout ça serait nul. Il n'y a pas de discrimination, c'est le contrat en entier. Donc, c'est très important de respecter cette disposition-là. Effectivement. Mais je dois dire que les clients sont généralement bien adaptés à ce phénomène. Alors donc, si on regarde ce qu'on voit présentement, dans la question, je reviens à la question des renouvellements de certificats de francisation. Je vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, qu'on prévoyait quand même que l'Office allait maintenir son approche de flexibilité avec les entreprises et ne pas nécessairement aller immédiatement vers les moyens coercitifs qu'elle a maintenant dans la nouvelle loi. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cette approche-là est maintenue par l'Office présentement de flexibilité. Il y a même un agent qui répète à un de mes clients à peu près 4 fois par conversation, vous savez, on va être flexible. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont eux-mêmes en pénurie de main-d'œuvre. Et je vois des certificats de francisation que ça fait 4, 5, 6 mois qui sont expirés. Et la personne de l'OEF, elle ne cogne pas à notre porte. Là. Ce que je dis pas, c'est je dis pas de vous asseoir là-dessus. Ce que je recommande, c'est d'être quand même proactif, de faire vos analyses linguistiques et d'être prêt quand l'agent va venir et de signaler à l'agent quand vous êtes prêt. Parce que ça vous allez éviter beaucoup de problèmes de ce côté-là. Alors, ça fait le tour de mon côté pour ce qu'on voit dans là, j'allais dire les trends. Là, je vois vraiment que je suis anglophone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ce matin? Les tendances? Les tendances, c'est ça. Merci beaucoup. C'est le franco-ontarien ici. Merci, Nancy. Peut-être juste pour conclure, quelques mots sur, justement, pour enchaîner sur la coercition. Il y a des amendes prévues dans la loi. Ça change pas. Ça change un peu en ce sens que les administrateurs de sociétés peuvent désormais être personnellement responsables. Ce qu'il faut comprendre, par contre, premièrement, dans la loi, de façon générale, pour ce qui concerne le monde des affaires, il n'y a pas d'amende ou de pénalité directe. Il y a toujours un préavis, puis on peut y répondre. On peut faire valoir son point de vue ou un moyen de défense. Mais dans la réalité, dans la pratique, un peu comme ce que Nancy disait, l'Office cherche plutôt à inciter
les gens à adhérer au principe de la charte est quand même assez flexible et tolérante. Dans ma carrière, j'ai eu une vingtaine de dossiers où il y avait des problèmes d'affichage ou d'étiquetage, puis j'ai jamais eu un client qui a dû payer une pénalité. On a toujours réussi à prendre le temps qu'il fallait pour faire les choses correctement. Donc, c'est pas d'ici demain qu'on dit enlève ta pancarte puis change-la demain, ou ton emballage, je veux dire, dis aux bateaux là, qui sont en route de virer de bord, on veut pas les voir au Québec. Non, il y a de la flexibilité là-dessus. Donc, à moins que mes collègues aient des commentaires additionnels, on va prendre les questions. Donc, je lis la première en haut, là. C'est bon. Donc, nous sommes une entreprise multinationale. Félicitations. Est-ce que nos outils internes peuvent être en anglais uniquement s'ils sont utilisés par tous nos employés au Québec et à l'international? Je pense que je vais refiler la question à Nancy. Alors donc, dépendamment du nombre de salariés que vous êtes, il y a des questions du comité de francisation, mais on va prendre la question générale. Donc effectivement, vu que vous devez communiquer avec vos employés du Québec en français, les documents qui sont rédigés dans les deux langues doivent être remis en français aux employés québécois. Et puis, si on prend te dis ça dépend. Donc, admettons que le groupe multinational a une petite filiale avec 5 ou 10 employés qui ne serait pas tenu d'avoir un certificat de francisation. Dans ce cas-là, est-ce que ça serait différent? Il va y avoir un peu plus de flexibilité, mais il ne faut pas oublier que si vous avez une plainte d'un employé, mais à ce moment-là, qui se plaint que ses communications ne sont pas en français, l'employé a droit d'avoir toutes ses communications en français. Alors, vous n'aurez pas nécessairement une pénalité, mais l'Office va vous demander de communiquer avec l'employé en français. Ce que je comprends bien, c'est que l'Office ne va pas aller s'immiscer, cogner aux portes puis rentrer. Là, ça prend vraiment une plainte d'un employé. Ça prend vraiment une plainte. Bon, prochaine question. En matière commerciale, pour ce qui est de l'étiquetage, ça sent une question pour moi. Est-ce qu'une exception est prévue pour la distribution industrielle? Si, exemple, une compagnie de distribution industrielle achète quelque chose aux USA avec étiquetage anglais dans le but de revendre un client au Québec, exemple Rio Tinto, sans qu'il y ait de mise en vente officielle, est-ce que l'étiquetage doit tout de même être en français? Bon, là-dessus, oui, effectivement, il y a des exceptions. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais par exemple, un bien qui est en transition, il y a aucun, ça rentre dans l'exception. Puis aussi, un bien qui, disons, une matière première qui arrive au Québec pour être incorporée dans un produit fini, ça aussi, c'est une exception. Par contre, et puis il y a aussi des exceptions pour des échantillons, pour une foire commerciale et tout ça, là, pour tester le marché un peu, si on veut. Mais de façon générale, si le produit pourrait être revendu au Québec au détail, il y a très, très, très peu d'exceptions. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que Prochaine question. Puisque l'on peut déposer les pièces en anglais, je suppose qu'on parle des pièces au soutien d'une procédure, est-ce qu'un rapport d'expertise en anglais pourrait être joint à la demande introductive d'instance? La DII. La DII, ouais. En fait, en ce moment, la loi ne prévoit pas d'exigence de traduction pour les pièces, y compris pour les rapports d'expertise. Donc, il est possible de déposer le rapport d'expertise uniquement en anglais actuellement. Et je vous rappelle encore une fois, je l'ai dit maintes et maintes fois, mais les dispositions d'exigence de traduction pour ce qui est des procédures sont suspendues actuellement. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un jugement final dans le fameux dossier devant la Cour actuellement, il est possible de déposer les procédures en anglais uniquement. Oui, puis je rappellerais par contre que si on veut une pièce, un contrat qui sera en allemand, par exemple, il doit être, ça c'est de base, doit être traduit pour être compris par le tribunal. Mais si vous voulez que le juge comprenne votre position, vous avez intérêt que ça soit en anglais ou en français. Bon, donc en matière de baux commerciaux, Éléonora, sois attentive. Pour les baux en vigueur, non, il y a des sous-questions. En matière de baux commerciaux, 2 points A. Pour les baux en vigueur, en anglais, les amendements doivent-ils être rédigés en français? B. S'il y a un accord entre les parties, est-ce que c'est indiqué au bail commercial? Le bail peut-il être conclu en anglais, sachant que toutes les publications au registre foncier doivent être en français? Donc, très bonne question. Pour les baux commerciaux, c'est quand même des ententes sous seing privé. Elles doivent pas, il n'y a pas d'obligation de les publier au complet. Elles sont publiées par avis de bail.
Donc, certainement, les baux en vigueur, on peut continuer à signer les amendements dans la langue dans laquelle le bail est rédigé. On peut aussi changer de langue si on veut. Mais si c'est un bail anglais, l'amendement peut certainement être signé en anglais. On suggère toujours d'envoyer ou de ajouter dans l'amendement juste la clause qui dit que c'est la volonté expresse des parties de signer en anglais. Pour ce qui est de la conclusion du bail lui-même, encore une fois, ça revient au fait que ça peut être conclu en anglais. La publication, telle que mentionnée dans la question, elle doit être en français. Donc, il faut juste garder en tête que l'avis de bail va devoir être rédigé en français. Prochaine question pour Nancy. Est-ce qu'un représentant de l'employeur, VP par exemple, pourrait afficher un poste uniquement en anglais sur LinkedIn? Je pense qu'on a une question qui revient souvent à ça. Oui, puis là, il faut voir que la loi n'a pas de portée extraterritoriale. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'extérieur des frontières du Québec, la loi ne s'applique pas. On comprend que LinkedIn est une plateforme mondiale, donc il n'y a rien qui empêche, a priori, d'afficher ça uniquement en anglais. Mais il faut toujours, ça va peut-être être pris en compte dans vos affichages de poste par l'OLF quand elle va le regarder, parce qu'il va pouvoir voir si l'affichage de poste respecte la loi sur la langue française. Si j'affiche un poste dans les annonces classées de Gazette, est-ce que ça devrait être en français? Non, ça va être en anglais. Mais il faut que j'en mette une dans la presse ou le Journal de Montréal également. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, en fait, si on affiche sur LinkedIn, mais pour un poste au Québec, est-ce qu'il y a une distinction à faire? Il va falloir avoir le poste. C'est le poste, la plateforme LinkedIn est une plateforme mondiale. Mm-hmm. Donc, on revient à la même chose, mais il faut toujours respecter l'affichage de poste, que l'affichage doit être en français. Alors, donc, il doit avoir un affichage en français quelque part. S'il n'est pas sur LinkedIn, il va falloir qu'il soit ailleurs. Question pour Eleonora, c'est écrit dans la question. Suggérez-vous aux courtiers d'inscrire dans une promesse d'achat résidentiel en anglais, d'écrire une clause que si l'acheteur ou le vendeur veut un acte de vente en anglais, ce sera à ses frais? Bon. Pour cette question-là, c'est sûr que le fait de mettre dans la promesse d'achat, et là, on parle de résidentiel. Donc, le résidentiel, encore une fois, ça revient à la règle qui dit que l'entente peut être rédigée en anglais ou en français si c'est moins de 5 logements. Ou si c'est un immeuble en copropriété substantiellement résidentiel. Donc, on peut rédiger un document en anglais ou en français, un contrat de vente. Par contre, encore, on rappelle que la publication doit être faite en français. Donc, on ne pourra pas nécessairement publier l'acte de vente en anglais. On pourra peut-être rédiger l'acte de vente en anglais avec des clauses qui vont devoir être extraites, qui vont être en français. Ça va encore effectivement, il y aura des frais additionnels potentiellement. La personne qui demande la publication en anglais, normalement, en vertu de la loi, doit défrayer les coûts. Je ne suis pas certaine que ça serait nécessaire de le mentionner dans la convention, dans la promesse d'achat, en fait. Merci. Donc, prochaine question. Je pense que même si ça touche l'immobilier, je pense que je vais la refiler à Annie-Claude qui a peut-être un peu plus regardé la question. Y a-t-il un ou des recours entrepris pour contester la validité des aspects de la loi qui touchent au droit immobilier? En fait, je vais l'élargir. Y a-t-il d'autres recours que ceux que tu as évoqués qui sont présentement en cours contre quelconque aspect de la loi? Et moi, je vais la refiler à Eleonora. Mais en fait, moi, je n'ai pas connaissance de d'autres recours autres que ceux qui visent les dispositions dont j'ai parlé, là, qui attaquent. Oui, c'est ça, sur la procédure. Donc, Eleonora, toi, de ton côté, est-ce que tu as entendu qu'il y avait des recours en matière? Pas pour l'instant. Il n'y a pas de recours qu'on a entendu qui sont envisagés ou qui vont être entrepris pour l'instant. Par contre, en lisant les dispositions, on peut voir qu'il y a matière à contestation de certaines dispositions, compte tenu que certaines parties, les parties anglophones, là, un acte d'hypothèque, par exemple, immobilière, qui doit être par la suite rédigé en français, pourrait contester le fait que, bon, on ne sait pas quoi on signe, surtout si tu es débiteur, tu es en train de signer un acte en français, ça pourrait porter à contestation, mais il n'y a rien pour l'instant. C'est des spéculations jusqu'à présent. C'est la même chose de notre côté, parce que nous, on s'attendait que les corporations fédérales à qui la loi s'est étendue déposent peut-être un recours basé sur une question de constitutionnalité. Il n'y a pas encore de recours de déposer.
Non, c'est ça. Et comme je l'ai mentionné, même chose tantôt en ce qui concerne les marques de commerce. Mais peut-être, pour l'instant, on en est encore au début. Ça prendrait vraiment une certaine organisation pour aller devant la Cour pour demander des jugements déclaratoires. Ça risque plus de venir le jour où l'Office québécois de la langue française va commencer à sanctionner et puis émettre des pénalités qui seront contestées possiblement. Donc, c'est certainement à suivre. Prochaine question. Est-ce que nous pourrons envoyer les offres d'emploi dans les deux langues en même temps ou est-ce que nous devrions envoyer l'offre en français en premier et la personne doit demander une copie en anglais? Vous pouvez les envoyer les deux en même temps et indiquer bien à la personne quand elle va vous répondre que si elle n'est pas confortable à signer la version française, de vous indiquer si elle veut signer la version anglaise. Mais l'important, c'est que la version française soit transmise en même temps que la version anglaise. En même temps ou même, est-ce qu'on recommanderait de la mettre en premier? Oui, vous devriez. En fait, c'est pour ça qu'on avait adopté le côte à côte. Le côte à côte, là, ce qui est adopté dans plusieurs juridictions autres que le Québec, alors, et qui fonctionne très, très bien. Les clients n'aiment pas toujours cet aspect-là du côte à côte. Plusieurs ont adopté plutôt d'envoyer les offres de façon simultanée en français et en anglais. Relativement au droit de travailler en français, ça c'était écrit en guillemets, avez-vous des suggestions d'accommodement dans le cadre de rencontres nationales? Donc, mettons que BCF avait des bureaux à l'extérieur du Québec, puis on faisait notre party de bureau, on invitait nos gens de Calgary puis de Toronto. Ça, c'est des questions qu'on a souvent, qu'on avait même sous l'ancienne version de la loi. Entre autres, quand vous avez parce qu'on a quand même plusieurs compagnies internationales et qui ont des rencontres Teams, des rencontres Zoom, et les rencontres se font en anglais. Les rencontres continuent de se faire en anglais, entre autres. Et là, généralement, j'ai eu 2 dossiers récemment qu'on a eu des plaintes par d'employés qui disent la rencontre aurait dû se faire en français également. Les employeurs, ce qu'ils tentent de faire présentement, c'est de dire la rencontre se fait en anglais parce que c'est une rencontre internationale et cherchent à utiliser l'exception pour la question d'affaires à l'international. Où ça va aller, c'est difficile à dire, mais généralement, ça se règle à l'interne avec l'employé et l'OLF qui viennent dire, mais... Le syndicat pourrait peut-être s'en mêler aussi? Oh, c'est très rare que ça arrive en milieu syndiqué, parce que le milieu syndiqué, c'est plutôt dans la production, très peu dans les services. Le type de rencontre dont tu parles, ça se voit surtout en milieu non syndiqué. Prochaine question. Nous sommes une entreprise américaine avec 155 employés au Québec. Certains de nos employés spécialisés parlent uniquement en anglais, prennent des cours de francisation, c'est entre parenthèses. La communication interne peut-elle être dans les deux langues? De plus, le software utilisé par nos 150 employés doit-il être en français? S'il n'existe pas en français, faut-il changer nos outils pour des équivalents en français? Je vais prendre la question sur le software puis je vais refiler la première partie à Nancy. Après, Nancy l'avait d'ailleurs déjà mentionné. Dans la loi, présentement, il y a une exception. Si un logiciel n'existe pas dans une langue, n'est pas disponible en français, on peut le déployer. Puis c'est normal parce que des fois, il y a des logiciels extrêmement spécialisés en design ou des logiciels de création spécialisés. Donc, une chance que c'est là. Mais si, par exemple, la suite Office, elle est disponible en français, normalement, il faudrait donner le choix, je crois, à l'employé de... En fait, non. Ce qui est... on va revenir à la question tout à l'heure parce que c'est intéressant, mais sur ce que tu viens de dire, c'est la position de l'Office de la langue française, c'est que si le logiciel, mettons, Office existe par défaut, existe en français, vous devez l'installer par défaut sur l'ordinateur de l'employé. Et là, l'employé qui veut avoir l'anglais doit faire une demande à cet effet-là. Alors, plusieurs employeurs
parce que souvent avec les techniques, je vais dire les IT, excusez-moi, là, ils essaient de dire, ben c'est trop difficile de déployer tout en français, puis après ça, devoir le changer. Fait qu'ils ont tendance à demander aux employés de lui donner un choix. Mais entre autres, si vous êtes obligé, vous êtes sous la juridiction d'un certificat de francisation, vous allez avoir un problème avec cette pratique-là, avec l'OLF. Si vous n'êtes pas sous un certificat de francisation, c'est moins problématique. Et sur la première partie de la question, c'est est-ce que les communications peuvent être dans les deux langues? Je pense que oui. Ben en fait, c'est que les communications, effectivement, peuvent être entre les deux langues et elles devraient l'être dans les deux langues. Alors, donc, si cette entreprise sont en mesure de faire ça, ben, je vous félicite. Prochaine question. Est-ce que l'obligation de traduction des actes de procédure s'applique également aux pièces ou produits à leur soutien? Donc, non. Ça ne s'applique pas aux pièces produites à leur soutien. Puis il y a des préoccupations par rapport à cette exigence de la loi là, pour les actes de procédure et les pièces à leur soutien. Par contre, par exemple, et là, il y a d'autres exigences de la loi par rapport à la traduction des contrats, mais par exemple, si on a un contrat qui est juste en anglais, il y avait des clients, des parties qui s'inquiétaient à savoir s'il fallait le traduire pour déposer l'acte de procédure. Donc, non, ce n'est pas exigé par la loi actuelle. Oui, de toute façon, comme on a vu, ce volet-là de la loi n'est plus en vigueur. Si le nom de l'entreprise est en anglais, doit-on donc obligatoirement le traduire sur l'enseigne extérieure du bureau, le nom de la boîte aux lettres? C'est une bonne question. Ça dépend, en fait, de la façon dont c'est employé, mais de façon générale, c'est le nom de la compagnie. Il faudrait que... attends une minute, là, j'essaie de... Est-ce que le nom de la compagnie... Je crois que non. Je veux dire, si peut-être, et je spécule ici, j'ai pas la réponse au bout des doigts, si la version française existe, peut-être. Si la version française n'existe pas, je dirais que non. Je demanderai à la personne qui a posé la question de m'écrire et puis je vais rechercher un peu mieux la réponse. Pourrions-nous recueillir dès l'embauche le choix de l'employé de recevoir les lettres qui leur sont personnellement adressées dans la langue de leur choix au lieu de lui envoyer la lettre en français et qu'il nous demande la version traduite en anglais après chaque envoi? En d'autres mots, est-ce qu'on peut cocher une case « I want everything in English » quand je suis un employé? OK. Comme on a une obligation de communiquer avec nos employés en français, effectivement, il faut s'assurer que si on a des communications dans une autre langue, elles ont été demandées expressément par l'employé. Alors donc, au moment de l'embauche, là, ça ne couvre pas la lettre d'offre, là, je vous le dis tout de suite, là, d'emploi qui doit être en français et envoyée en anglais également. Mais pour toutes les autres communications qui ne sont pas des contrats d'emploi là, et qui ne sont pas des documents officiels avec donc des contrats, vous pouvez effectivement demander à l'employé et à l'embauche dans quelle langue il désire communiquer. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Est-ce que les baux avec les compagnies étrangères comme Walmart, mais qui ont une compagnie à numéro au Québec, devront être rédigés en français en premier et en anglais par la suite? Je pense pas que ça change grand-chose, hein? Non. Pour l'instant, on peut effectivement signer des baux en anglais et ne pas avoir de version française. Il n'y a rien qui a changé, en fait, par rapport aux baux. C'est juste la publication qui est problématique. Donc, c'est la publication qui va devoir être faite en français, mais la publication, c'est vraiment un avis de bail. Les avis de baux sont, en vertu de l'article 2999.1 de la loi du Code civil, c'est 2 pages. Ça porte sur 2 pages. Ça doit juste donner, ça mentionne le nom des parties, les lieux loués, le terme, et c'est pas mal ça qui est mentionné dans un avis de bail. Donc, on me signale qu'il n'y a plus de questions. Donc, ça veut dire soit que c'était très clair ou personne n'a rien compris. Donc, merci encore une fois. Puis peut-être qu'on aura le plaisir l'année prochaine de refaire un peu l'exercice lorsqu'on aura eu encore plus d'expérience et plus de problématiques qu'on aura eu à traiter par rapport à cette loi. Puis ceux qui ont peut-être pas tout à fait compris puis voudraient donner une deuxième chance, on donne la même conférence demain matin en anglais. Donc, ça vous intéresse ou du moins passer l'invitation à des gens que vous connaissez que ça pourrait intéresser. Donc, merci à mes co-conférenciers et merci à vous. Merci, Pascal.
Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.